M6 Musique au 08 92 69 68 10. Ce soir, la machine à remonter le temps est en marche. Vous êtes prêts? C'est parti! Et pour fêter les années disco, ils ont tous répondu présent. J'ai vu de la lumière, alors je n'ai pas résisté, je suis entrée. Regardez qui j'ai trouvé dans les coulisses. Salut Cordy! Alors parmi les 40 plus gros tubes de l'époque, découvrez celui qui sera numéro 1. Les stars d'hier et d'aujourd'hui se sont retrouvés pour vous faire revivre le meilleur de cette décennie mythique. Le grand classement tube des années 70, c'est ce soir dès 20h50 sur M6. Retrouvez votre divertissement sur M6 avec les chauffeurs Arbel. Cette semaine est un peu spéciale puisque c'est la toute dernière de la saison. Bah oui, je sais, hein. Ça risque de ne pas être facile de passer l'été sans nous. Mais rangez vos mouchoirs, on sera de retour à la rentrée et on aura tout plein de potins à vous raconter. Mais pour l'instant, que diriez-vous de regarder le sommaire? On partira pour New York où Emma Domas nous a invités à la retrouver sur le tournage de son clip. Emma profite de son nouveau single pour passer un petit message et ça risque de faire du bruit. Sean Paul, totalement inconnu il y a encore un an, c'est aux côtés de mégastars comme Beyoncé par exemple qu'il se fait remarquer. Alors qui est-il vraiment? Nous avons mené l'enquête. Silky Shy et Tizzy Bone, plus connus sous le nom de Tragédie, leur premier single EO avait fait un véritable carton partout en France. Nous avions bien évidemment voulu savoir qui ils étaient. Et puis on terminera l'émission avec Pascal Obispo, le chanteur-compositeur interprète un titre qui s'intitule La prétention de rien, une chanson qui lui colle à la peau. Plutôt pas mal pour une dernière, non? Allez, on commence tout de suite avec les premières news. Il se pourrait que durant vos vacances, vous n'ayez pas le temps de vous tenir au courant de ce qu'il se passe chez les people. Ces informations ont donc été préparées pour que vous soyez incollables sur la plage. Allez, c'est parti. On commence avec celle que tous les médias n'ont pas lâchée d'une semelle cette année. J'ai nommé la délicieuse, la scandaleuse Britney. Sa tournée mondiale qui a fait sensation à Paris devait passer par 37 autres villes jusqu'au 15 août prochain, mais la pauvre doit se faire opérer du genou pour un problème au cartilage. Britney ne pourra donc pas danser cet été, mais elle trouvera à coup sûr de quoi s'occuper, si vous voyez ce que je veux dire. Esther, oui vous avez bien entendu, Esther, elle continue sa tournée aux États-Unis et devrait passer par la France en septembre prochain. Esther est une femme, que dis-je, une icône pour toute une génération d'hommes et de femmes qui avaient pour habitude de la connaître sous le pseudonyme de Madonna. Mais que voulez-vous, cette femme de 45 ans très connue pour ses pirouettes médiatiques souhaite changer de nom. Madonna devient donc Esther, E-S-T-H-E-R, il va bien falloir s'y faire. Tout cet amour, on la verrait bien danser sur de la samba. Wouh, c'est la fête! David Beckham, quant à lui, pourrait bien un jour se mettre au rap. Et oui, il y a une vie après le football. Puff Daddy, rappeur et formidable négociateur, voit en lui une future star de la chanson. Il déclarait récemment être fasciné par le style du footballeur. Alors, si le physique de David n'a pas de faille, sa voix en revanche mériterait d'être un peu plus rocailleuse pour rivaliser avec celle de ses futurs collègues. Voici une petite démonstration et en chanson, s'il vous plaît, Mr. DJ. Trop aigu, David. Comme ça, quoi. Non, bah c'est pas gagné, hein. À ce propos, la femme de David, Victoria Beckham, n'a toujours pas réussi à conquérir le cœur d'un producteur. À défaut de trouver du boulot dans la musique, peut-être devrait-elle s'essayer au foot. Elle aurait tellement de succès sur le banc de touche. Emma Domas sort son nouveau single et ça risque de faire pas mal de bruit. Bienvenue dans le top 10 des rêves. À la 8e place cette semaine, je suis championne olympique de gymnastique rythmique et sportive. 2 places de mieux pour J'ai toujours rêvé d'être un tigre. Et directement rentrée à la première place de notre classement, un jour, j'irai à New York avec Emma Domas. Ah bah tiens, ça ne pouvait pas mieux tomber parce qu'on a justement été rejoindre Emma sur le tournage de son nouveau clip. Et c'était, je vous le donne en mille, à New York. C'est pas incroyable ça quand même?
Et alors, que de changements depuis notre première interview. Bah oui, il y a quelques mois, on rencontrait une Emma allongée sur un lit douillet qui nous disait que son premier clip s'était tourné avec peu de budget dans un hangar en banlieue parisienne par moins 10 degrés. Un vrai calvaire. Et puis boum, pour son deuxième clip, la voilà catapultée à New York en plein cagnard. J'en peux plus, je cuis. Alors c'est facile à comprendre, avec Tu seras, Emma a fait un tel carton qu'aujourd'hui, sa maison de disques peut se permettre d'investir un petit peu plus. Et oui, c'est qu'avec son tube, Mademoiselle Domas est devenue une star. Le mot star me dérange, ça veut rien dire quoi. Ça veut rien dire, je préfère être 1000 fois une artiste. Le jour où j'aurai vendu des millions de disques, si un jour ça arrive, je pourrais dire, ouais, bah voilà, je suis une artiste confirmée, ça, ouais, d'accord. Mais star, c'est pourri, star, tout le monde est star. Ah bah oui, ça on le savait, hein. Emma n'a pas sa langue dans sa poche et elle dit même souvent tout haut ce que d'autres disent tout bas. Dernier coup de gueule en date, vouloir devenir célèbre à tout prix et elle le dénonce même dans sa nouvelle chanson, Figure inhumaine. Je dénonce les gens qui ont comme seule passion la gloire. Et ça, c'est pas pareil. Et je crois, en fait, c'est même pas ces gens-là que je dénonce, c'est le système qui fait en sorte que ces gens-là pensent qu'être célèbre, c'est génial. En ayant participé à une émission de télévision qui fabrique des stars, on aurait pourtant pu croire qu'à l'époque, Emma courait elle aussi après la gloire. Mais après l'aventure, Emma a tellement souffert d'avoir été utilisée à des fins commerciales, qu'aujourd'hui, elle règle un peu ses comptes. Peut-être que je vais pas me faire que des amis, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la télé et qui se disent putain, la meuf elle crache dans la soupe et tout. Mais moi j'ai qu'une chose à dire, c'est que non, je crache pas dans la soupe. Le système, je l'ai vécu de l'intérieur, donc je peux le dénoncer, tout simplement. Et en effet, Emma s'est très vite rendu compte qu'il valait bien mieux devenir une artiste reconnue que d'être une vulgaire starlette dont tout le monde n'aura que faire un an après. Et puis de toute façon, être une star, c'est pas non plus tous les jours facile. Faut pas croire, hein, on a nos merdes comme tout le monde, hein. On est malade comme tout le monde, on est malheureux comme tout le monde quand on se fait plaquer, voilà, tout ça. Alors tiens, justement, ça ne fait pas longtemps, mais Emma nous a confirmé qu'elle était célibataire. Et à ce propos, messieurs, elle a même tenu à vous adresser un petit message. Je lance un appel. Toi, l'homme de ma vie, si tu regardes, appelle-moi. Oh, vous savez, on ne s'en fait pas trop pour elle, hein. Avec tous ces hommes en uniforme, elle va forcément trouver chaussures à son pied. Et puis au moins, c'est du mec, ça, madame. Du costaud, du tatoué. Toutes les filles en sont dingues. Mais qui est donc ce Sean Paul ? Avez-vous remarqué l'étrange phénomène qui sévit depuis plusieurs semaines sur votre radio ? Et oui, ce nouveau venu sur les ondes, c'est... Sean Paul, c'est lui. Il y a un an, il était encore méconnu du public et aujourd'hui, c'est l'explosion, il est partout. Pourtant, il chante des chansons qu'on ne comprend pas, dans un style musical très particulier. On ne peut même pas dire que c'est un beau gosse, non mais c'est vrai quoi. Et bien malgré tout ça, la cote de popularité de Sean Paul est au top, à tel point que les plus grandes stars se l'arrachent. Blue Cantrell, la première, s'y est frottée, et pas à moitié, hein, pour le duo Britt. Ensuite, c'est la belle Beyoncé qui l'invite sur Baby Boy et elle ne s'en est toujours pas remise. Ce soir, c'est notre premier show ensemble avec Sean Paul et c'est un honneur pour moi. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres pour susciter un tel engouement en si peu de temps? C'est vrai, c'est bizarre ça quand même. Tenez par exemple sa façon de chanter. C'est pas possible, on n'y comprend rien. Démonstration. Ça veut rien dire, hein. Non mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas grave si on comprend rien. Ce qui compte, c'est sa voix cassée, super sexy. Hein. Et puis cette bouche, hein, regarde, la mamma mia. Mais bien sûr. Et sa musique alors, c'est pas mieux? Écoute-le chanter là. Bah, il est où le couplet? Il est où le refrain? C'est n'importe quoi. Mais attends, mais tu comprends rien. Sa musique, dès qu'on l'entend, on a une de ses envies de se trémousser, de se secouer dans tous les sens. Oh là là, mais c'est pour ça que ça marche. Tu vois, Sean Paul, il a tout de suite compris, lui. Mon album Dirty Rock, c'est un album de fête. J'y ai mis des titres pour bouger en discothèque.
Bon, c'est vrai, on s'y fait un peu à sa musique, mais tout ça n'explique toujours pas son succès. Bon, à la limite, s'il dansait bien, mais là encore, c'est pas gagné. Sean Paul bouge les bras, s'agite dans tous les sens, saute comme un cabri, et puis on évitera de parler du look short en nylon, hein. Au secours, hein. Mais n'importe quoi, quelle mauvaise foi. Oh, regardez-moi ça comme il est sexy. Oh là là, une vraie bête de scène. Son public, il est dans la poche, hein, crois-moi. J'aime divertir les gens sur scène ou ailleurs. Vraiment, j'adore. C'est un sentiment de partage et ça donne de l'énergie. Bon, bah, puisque tout le monde est accro, il faut bien reconnaître que ce Sean Paul a quand même beaucoup de talent, et apparemment, on dirait qu'il les a toutes envoûtées. Oh oui, Sean Paul, je suis tout à toi. Et à moi, non? Ah non, surtout pas à toi. Non, là, tu peux, tu vois, t'as pas le short en nylon. Propulsé numéro 1 des ventes avec EO, les tragédies vivent aujourd'hui un vrai conte de fées. Quand la chance elle te vient une fois, t'es obligé de la saisir directement, sinon elle te passe à côté. Hein. Donc on pouvait pas passer à côté de ça. Il y a 6 mois, Tizi et Silky chantaient dans les rues de Nantes, leur ville. Aujourd'hui, ils se retrouvent en tête des charts avec ce tube. Vous savez, cette chanson où les filles sont un petit peu dures de la feuille, elles n'entendent pas les petits gars qui les appellent en bas. Difficile de croire qu'en s'appelant Tragédie, on peut vivre un conte de fées, et pourtant, c'est ce qui arrive à ces deux chanteurs de R&B depuis que leurs routes se sont croisées il y a 4 ans. Ils se sont rencontrés dans un bus. Démon, il chantait avec sa copine et puis Skisha, il est venu vers lui. Je crois qu'il chantait hyper bien et que c'est rare de voir une personne qui chantait comme ça dans le bus. Donc moi je suis allé l'accompagner. En plus le truc c'est qu'à la fin, on est sorti du bus puis les gens avaient applaudi, c'était fort. Un coup de foudre musical qui donne naissance à Tragédie. Tizi et Silky ne vont plus se lâcher. Ils n'ont qu'une obsession, chanter ensemble, n'importe où, n'importe quand. Certains jeunes se retrouvent par exemple pour boire un coup dans un café. Non, nous on se retrouvait pour s'asseoir en ville ou n'importe où et puis de pousser la chansonnette. Et à force de chanter EO dans leur région, un producteur ouvre grand ses oreilles et ne se trompe pas. Le titre réenregistré est numéro 1 depuis sa sortie dans les bacs et s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires. Quant à l'album, il est déjà double disque d'or. Un succès qui arrive du jour au lendemain, et pourtant, est-il vraiment lié au hasard? Pas la peine de chercher du côté du nom. Pour faire carrière dans la chanson, il y avait mieux quand même, les gars, non? Ça a été Tragédie directement, il a trouvé ça dans la foulée, puis on a dit oh mais ça colle en plus, et puis après on a vite fait le rapprochement par rapport à ce qu'on avait vécu, et c'est vrai. Et puis même à chaque fois dans notre audio, je peux te donner des tas d'exemples, il nous arrive tout le temps une couille quoi, tu vois, c'est un truc de fou. Franchement des fois je me dis, il n'y a que dans la musique où ça marche, et dans notre vie on a la poisse. Côté style, celui des Tragédies est efficace. Auteurs-compositeurs, ils ont su trouver le bon dosage entre leur culture et leurs origines. On a tiré nos influences dans le R&B américain, au niveau du flow et tout ça. Le texte maintenant, je pense que c'est à la manière française. Hein, c'est connu que les Français écrivent beaucoup mieux que les Américains. Bon. C'est sûr, c'est toujours mieux de dire qu'on assure avec les nanas. Sauf que Tragédie a opté pour des textes qui s'inspirent du vécu. Et dans EO, c'est pas gagné avec les filles. Une chanson simple où on parle un petit peu entre guillemets de Roméo et Juliette des temps modernes, tu vois. C'est un truc, ça plaît aux gens, tu vois. Et puis je pense que chacun, ça arrive à tout le monde de s'être pris une veste par une femme. Enfin, alors que les bagnoles customisées et les bimbos sont légion dans les clips de hip-hop et de R&B, les Tragédies se montrent aussi avec des grosses cylindrées, à une différence près. C'est pas notre truc dans la vie quotidienne, tu vois, parce que dans le hip-hop américain, c'est dans la vie courante. Tu m'as vu tout à l'heure quand je suis arrivé avec un Hummer? Non, je marche à pied, je prends les transports en commun. Ça faisait joli dans le clip, donc voilà, c'était vraiment pour le fun. En clair, le succès de Tragédie, c'est une bonne étoile, mais avant tout du talent. Le deuxième single, Sexy pour moi, devrait confirmer dès l'année prochaine des débuts prometteurs. En tout cas, ça va mieux avec les filles, elles sont enfin descendues. C'est pas elles qui sont descendues, il y en a d'autres qui sont arrivés. D'autres. Au milieu. En tout cas, Silky et Tizi et les Tragédies ont parcouru un sacré bout de chemin depuis leur tout premier succès. Et faites-nous confiance, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Allez, restez avec nous car regardez ce qui vous attend juste après la pub. Pascal Obispo chante La prétention de rien. On a bien entendu voulu en savoir plus. Et puis juste après Pascal, un résumé en images des dernières folies des people du monde entier. À tout de suite.
Basique. Une enquête qui dérange. Une organisation secrète. John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen. J'arrive à le faire parler en 3 minutes. Basique. Un polar à vous couper le souffle. En DVD chez votre marchand de journaux. Qu'est-ce que nous avons là? Jonathan Serrada. Son premier album, enfin disponible. Avec RTL. Tu m'as ensorcelé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis ensorcelée. Le nouveau single de Pascal Obispo s'intitule La prétention de rien, un titre évocateur qui lui colle à la peau. Une carrière exemplaire, la rage de chanter, un appétit insatiable de composer, cet album pour lui, presque une centaine de titres pour les autres, Pascal Obispo a tout donné pour sa passion, la musique. Et depuis qu'il est tombé pour elle, pour sa passion, le public se lève et le suit dans toutes ses aventures. Car Pascal adore surprendre et réussir là où on ne l'attend pas. On n'a qu'à commencer au piano en faisant semblant de faire une chanson piano-corde. Et soudainement... Il démarre en chantant des chansons pop et sucrées en 92. En 96, il nous touche tous en plein cœur avec Lucie ou Personne. Et aujourd'hui, il s'impose en icône rock. Et loin de se limiter à sa personne, il fait chanter les autres pour des causes humanitaires. Les chanteurs français pour Sa raison d'être, la crème du football mondial pour Love United. Il ira même jusqu'à rassembler des inconnus dans la comédie musicale Les 10 commandements. Certains artistes auront même la chance de devenir ses petits préférés, Zazie, Florent Pagny et plus récemment Natacha Saint-Pierre. Moi, je suis en mouvement perpétuel, comme la musique doit être comme ça aussi. Je fais jamais 2 fois la même chose en fait. Même quand on travaille avec Florent, il a jamais la même coupe de cheveux, donc j'ai pas l'impression de recommencer. Pascal avance et ne se retourne pas. Son nouveau cheval de bataille, se moquer des a priori. Dans son nouveau titre, écrit par Lionel Florence, La prétention de rien, il nous demande de respecter la différence. La différence, ça gêne énormément. Qu'elle soit, comment dire, que ce soit une différence de couleur ou une différence de sexualité, des choses comme ça. C'est un peu dérangeant, il faudrait qu'on soit tous de la même manière et ça c'est pas possible et en plus c'est pas bien. Je suis comme je suis. Illustration parfaite, le clip. Pascal est enfermé face à un singe. Tourner avec un primate, c'est savoir être patient, c'est respecter l'autre, même s'il n'est qu'un animal. Faire un clip avec un singe, qui n'est pas un animal qui a des a priori, était plutôt pas mal pour la prétention de rien. Voilà, mais il y en a peut-être qui vont se reconnaître dans le singe. Les fans d'Obispo le savaient déjà, il n'a la prétention de rien et ne parle pas beaucoup de lui. Mais les fans s'en moquent, car Pascal leur offre son bien le plus précieux, son talent. Ça se passe sur scène, c'est la tournée fan. Mon métier, c'est la scène, donc le reste... Outre ses compositions, Pascal rend hommage aux idoles de son enfance qui ont forgé son amour de la musique. Et le plus vibrant de tous ces hommages est celui qu'il offre à Michel Polnareff avec la réorchestration de ses chansons. Ce spectacle m'a permis de me rapprocher un petit peu plus de ce que j'étais et bizarrement en prenant la peau de personnages que je ne suis pas, mais que j'aime énormément. Voilà. Toi, viens avec moi et prends-toi mon bras. Et que les fans qui n'ont pas encore eu la chance de voir ce show se rassurent, sa tournée durera jusqu'au 6 août. Pour les autres, pas de panique, le double album, live et studio, issu de l'expérience fan vient juste de sortir. Alors n'hésitez pas à plonger dans ce show époustouflant, mais si humain, car comme Pascal le chante si bien, il n'a la prétention de rien. Accrochez-vous, elles reviennent, voici les dernières news. Que le soleil brille ou pas, vous ne pouviez absolument pas quitter votre poste de télé sans vous tenir une dernière fois informé de l'actualité. Alors restez branchés. Cette ultime
série de news n'aurait jamais pu être faite sans Jennifer Lopez, qui nous a livré cette année près d'un potin par jour. Cette semaine ne déroge pas à la règle, et ce qu'on en retiendra des nouvelles rumeurs qui courent à son sujet, c'est la soudaine lubie de Madame qui souhaite incarner Wonder Woman au cinéma. Avec tout le respect qu'on lui doit, le mini-short pour elle, on lui conseille pas. Alors, restons dans le short avec Laurent Dutch dans l'Américain. Son dernier film, Laurent, bien que français, est persuadé d'être né américain. Il tente alors de convaincre les autorités qu'il est de nationalité américaine, malgré son manque de crédibilité flagrant. À retrouver le 7 juillet prochain au cinéma. Bah non, ça suffit. L'Amérique, monsieur Farge, c'est pas 3 types à cheval dans une vallée attaqués par des sourds. Non, monsieur Farge. Thierry Lhermitte, que vous avez reconnu dans l'Américain, est depuis cette semaine sur les écrans dans Qui perd gagne. Il fait équipe avec Elsa Zilberstein. Tous deux sont chargés de percer le secret d'un tricheur professionnel qui a gagné 2 fois de suite au loto, ce qui est statistiquement impossible. Un vrai casse-tête qui va nécessiter le fonctionnement de toutes leurs petites cellules grises et des nôtres aussi. Attention, cours de maths en perspective. Qu'est-ce que vous lisez là? Vare, prout, gocheté, tatite. Exactement. Et pourtant, ce texte avait à peu près 1 million de chances de plus de retomber écrit dans le bon ordre que notre bonhomme de gagner 2 fois de suite au loto. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. Cet été au cinéma, Jennifer Garner devrait faire sensation. La star de la série télévisée Alias est à l'affiche le 4 août prochain d'une comédie franchement décalée et hilarante intitulée 30 ans sinon rien. Son personnage s'appelle Jenna. Il s'agit d'une jeune fille de 13 ans qui s'aperçoit du jour au lendemain que son physique s'est métamorphosé en celui d'une trentenaire belle et désirable. J'aime bien sa robe. C'est parce qu'elle est remplie par cette super paire de nichons. C'est ce qui s'appelle un choc de génération. Avant que vous ne fonciez dans les salles obscures, rendez-vous les 9, 10 et 11 juillet prochains sur la pelouse de Longchamp à Paris pour le festival Solidays. Cette année, monsieur Kezia Jones sera de la partie, ainsi qu'une trentaine d'autres artistes comme Sinclair, Benabar et Césaria Evora. Pour toute autre information, rendez-vous sur le site internet solidays.com. Fini les grands temps de boucler votre valise et de foncer à l'aéroport car l'été n'attend plus que vous. On se retrouve à la rentrée tout bronzé et surtout amusez-vous bien. Bonnes vacances. Ciao ciao. Fan de continu sur m6musique.fr. Ce soir, la machine à remonter le temps est en marche. Vous êtes prêts? C'est parti! Et pour fêter les années disco, ils ont tous répondu présent. J'ai vu de la lumière, alors je n'ai pas résisté, je suis entrée. Regardez qui j'ai trouvé dans les coulisses. Salut Cordy! Alors parmi les 40 plus gros tubes de l'époque, découvrez celui qui sera numéro 1. Les stars d'hier et d'aujourd'hui se sont retrouvés pour vous faire revivre le meilleur de cette décennie mythique. Le grand classement tube des années 70, c'est ce soir dès 20h50 sur M6. Retrouvez votre divertissement sur M6 avec les chauffeurs Arbel. Bonjour à tous et bienvenue dans Plus vite que la musique. À quelques jours des grandes vacances, nous avons décidé de vous offrir quelques rayons de nostalgie pour ensoleiller en musique le début de l'été. Vanessa Paradis, George Michael, Elsa, Danny Briand ou encore les Bee Gees. Allez, c'est parti pour de bien bons souvenirs mélodiques. On commence cette semaine par une jeune femme classe, discrète et inaccessible, Vanessa Paradis. Tour à tour chanteuse, comédienne ou mannequin, Vanessa a tout pour inspirer Clara. Je vous préviens, cette chronique va être complètement subjective, comme d'habitude, mais en pire. Parce que moi, cette semaine, je voudrais parler d'une sainte, que dis-je, d'une fée, au nom prédestiné, Vanessa Paradis. Oui, je voudrais pousser un cri de révolte. Ah! Reviens, Vanessa, tu nous manques!
on en est réduit à se comporter comme des amoureux éconduits, à guetter la moindre ligne la concernant dans les journaux. Heureusement, elle fait de fugitives apparitions, toujours magiques, mais qui ont du mal à assouvir notre désir de la voir, de l'entendre. Surtout qu'à chaque interview, elle répète inlassablement qu'elle est heureuse. Du coup, on a un peu l'impression que nous, on lui manque, mais alors, pas du tout. Elle devrait comprendre qu'ici, sans elle, c'est l'enfer. Bah oui, elle a tout, cette fille. La beauté, le charme, le talent et l'épice indispensable d'une vraie star, le mystère. Pourtant, on a l'impression de la connaître, Vanessa. Elle a grandi en même temps que nous. On l'a aimée en Lolita, en rockeuse et même en Baba Cool. Enfin, vous allez me dire, c'est facile d'être gentil avec elle après tout ce qu'on lui a fait subir à ses débuts. Moi, la première, hein, j'aurais tellement aimé être à sa place que j'ai adoré la détester. Du coup, je sais plus quoi faire pour me rattraper, moi. Peut-être que si on s'y mettait à plusieurs, elle nous entendrait. Vas-y, Patrick, toi, dis-lui. Tu reviens. Non, vous avez raison, ça pourrait plutôt la faire fuir. Mais qui sait, ça pourrait aussi la faire sourire, et ce serait déjà pas si mal. Benoît Poelvoorde, c'est l'acteur du moment. Avant de devenir jury du dernier Festival de Cannes, l'acteur belge s'était glissé dans la peau de Claude François pour le film à succès de l'année, Podium. Bruno Deltombe a étudié le cas de ce caméléon du cinéma, devenu mythe de la chanson, le temps d'un film. Tout le monde l'a compris, Podium, le film auto-adapté du roman de Yann Moix, c'est une comédie sur la dépendance à la célébrité. Ton manchette, putain. Ceux que je portais à la foire aux asperges de Tigy en février 95. C'est vrai que ça esquinte la célébrité. Pour disséquer le problème, qui de mieux en guise de héros que des sosies de stars? D'abord, Michel Polnareff. C'est vrai que t'as l'air con avec ces lunettes. Alias Couscous, alias Jean-Paul Rouve. Et surtout, Claude François, la star des stars, alias Bernard Frédéric, alias Benoît Poelvoorde. Un Claude François totalement improbable avec en toile de fond nos belles années 70. Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Le gros challenge du film, c'était de transformer en Bernard Frédéric un Benoît Poelvoorde ne sachant ni chanter ni danser et ne ressemblant en rien à Clo-Clo. Alors d'abord, Benoît est tombé entre les mains d'un prof de chant. Richard Cross, le prof des stars. Première expérience douloureuse, durée 3 mois. Ensuite, Zou, en studio. Car c'est Bernard Frédéric et non Clo-Clo qui chante la BO du film. Benoît s'est donc retrouvé sous la direction de l'ancienne équipe de Clo-Clo. Deuxième expérience douloureuse. J'aime pas écouter sa voix, c'est pour ça. Bon, toujours la forme, Benoît? Et maintenant, je suis au stade ultime de la panique, donc il peut plus rien m'arriver. Oui, mais maintenant, il y a la danse. Et avec Mia Fry comme prof, ça ne rigole pas. Je me suis dit, ça doit pas être chinois. Comme je n'avais jamais dansé, je me suis dit, quoi, tu balottes 2 fois du cul, tu fais 3 fois tac-tac. Comme j'étais pas un grand connaisseur des chorégraphies de François, moi, ça se résumait à rac. Ouais, il a quand même fallu transpirer. Mais dans le film, Benoît s'est vengé. Là-bas, là, avec le calamar sur la tête. Ça te fait rigoler ce que je dis? Tu prends tes affaires, tu dis au revoir et tu te casses. On le voit, pour se hisser au niveau de Clo-Clo, Bernard devait aussi apprendre à diriger ses Claudettes à lui. Les Bernadettes. Gros challenge. Comment tu prononces? Forever? Forever. Magnolia! Ouais, la troisième expérience douloureuse était plutôt pour les Bernadettes, car Benoît Bernard a aussi développé le caractère de Clo-Clo. Tu comprends rien du tout, toi, hein? Il y a un style, Bernard Frédéric, tu comprends ça? Et il ne fatigue jamais Benoît, car derrière il restait le film à tourner, la colle de la perruque à apprivoiser, ça lui donnait des allergies. Et puis les claques à recevoir. Mais il faut souffrir pour être Claude François, vous savez. Enfin quand même, hein. Attention à la marche. Elsa s'en va pas. L'ancienne rivale de Vanessa Paradis a bien grandi. Après 8 années d'absence, la chanteuse est enfin de retour avec un album tout nouveau, tout beau. Nathalie Sarton est allée interroger une artiste intransigeante qui est toujours restée fidèle à elle-même. Impossible de penser à Elsa sans chantonner le tube des années 80. T'en vas pas, t'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. Elsa, c'est l'idole de la génération Candy. Mais cette image de jeune première romantique, la chanteuse voudrait bien s'en défaire. Entre un grand mystère qui commence. Alors, 17 ans après ses débuts, elle revient avec un nouvel album intitulé De lave et de sève, tout un programme. Que tu le veuilles ou non, on
Enfin, pour moi, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui est comme ça, et c'est toujours des opposés, et toujours des sentiments différents, que ce soit de la violence, que ce soit de la douceur, un côté assez extrême chez moi aussi, donc assez extrême dans les deux sens. Il y a rarement un juste milieu. Avec ses nouvelles chansons, Elsa espère bien casser son image lisse de petite fille modèle. D'abord, elle s'autorise des paroles très intimes. Et son dernier clip la plonge dans un univers presque gothique. Mais cette envie de changer d'image chez Elsa, ça n'est pas si nouveau que ça. J'ai sûrement eu cette volonté-là quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire une espèce de trouver une justification en disant voilà, comme j'ai commencé à 13 ans, c'est vrai que c'est jamais facile de passer de l'enfance à l'adolescence, après de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est vrai, quand les gens ont une image comme ça bien ancrée, c'est difficile d'évoluer ou de changer. Oui, c'est vrai, le public d'Elsa a longtemps refusé de la voir grandir. Alors pour son troisième album, la chanteuse avait déjà sorti sa panoplie de femme fatale. Cheveux courts et look un peu rock'n'roll, Elsa avait abandonné sa chevelure de Blanche-Neige. Et à l'époque, il ne fallait surtout pas lui parler du passé. Il y a France Gall, lorsqu'elle est venue faire son taratata, qui nous a dit qu'elle avait eu le sentiment à l'époque, donc à l'âge que tu avais là maintenant, qu'on lui avait volé son adolescence. C'est le même sentiment pour toi ou pas du tout? C'est chiant, ça fait 6 ans qu'on me l'a posé. Je sais pas, c'est vrai, 6 ans? Au-delà de cette petite rébellion, Elsa avait aussi bousculé son public avec des paroles, disons, un peu masochistes. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Elsa ne veut plus jouer un personnage. Ce qu'elle cherche, c'est la crédibilité artistique. En même temps, j'ai bientôt 31 ans, là, maintenant. C'est peut-être pas mal que je mûrisse un peu. Ouais, enfin, je crois que c'est normal, quoi. C'est un renouveau. Je crois que c'est une évolution. Non, le roman d'amitié avec Glenn Medeiros, ça, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, quand Elsa chante en duo, dans son dernier album, c'est plutôt avec Étienne Dao. Et elle n'a pas vraiment perdu au change. Oh, Étienne, c'est une histoire d'amour avec Étienne depuis longtemps, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'aime infiniment, et c'est vrai que moi je l'ai rencontré, j'avais quoi, 14 ans. On s'est rencontrés la première fois et j'étais moi fan d'Étienne depuis je suis toute petite. Dans les années 80, j'écoutais Étienne à fond. Et c'est pas tout. Elsa a aussi travaillé avec Benjamin Biolay. Biolay, c'est le jeune chanteur en vogue qui compose pour de grands artistes comme Henri Salvador, Isabelle Boulay ou encore Françoise Hardy. Enfin, du lourd, quoi. Benjamin Biolay sur un disque, c'est une bonne caution artistique, ça, non? Non, mais c'est ça qui est un peu énervant aussi. C'est-à-dire que comme maintenant on connaît bien Benjamin et qu'il a tendance aussi à écrire pour pas mal de gens, pour les journalistes, c'est toujours alors vous êtes allé chercher Benjamin? Eh ben non, je ne suis pas allée chercher Benjamin. C'est lui qui était venu à moi il y a quelques années. Et voilà, donc il était venu me présenter des titres. Moi, je le connaissais pas du tout. Je crois que personne ne le connaissait non plus. C'est à croire qu'Elsa ne s'intéresse vraiment pas aux modes. Alors, avec cet album, va-t-on enfin oublier la petite Elsa en jean et basket? J'ai pas franchement réfléchi à ça. Ça se fait en fonction de ses expériences, de ce qu'on vit, voilà, puis du temps aussi, à se retrouver un peu, à essayer de se comprendre peut-être un petit peu mieux aussi. Justement, l'expérience a montré à Elsa que la meilleure façon de plaire, c'est peut-être de rester soi-même. D'ailleurs, la chanteuse est complètement détachée de son image. Et maintenant, ce qu'on pense d'elle, on dirait presque qu'elle s'en fout. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me justifier de quoi que ce soit. Je me pose même pas la question. C'est-à-dire que j'écris aujourd'hui, donc j'écris ce que je suis, ce que je vis, ce que j'observe. Mais j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai 30 ans, je suis une mère de famille. Inévitablement, c'est comme ça, quoi. Espérons pour elle qu'avec ce 5e album, tout le monde aura compris. L'un des plus
plus grand tube de ces 30 dernières années, c'est sans aucun doute Staying Alive. Personne n'a oublié la collection de tubes sortie par les frères Gibb. Bruno Delton, qui chante comme eux, a tenté le grand écart américain. Eh ben, il s'est jamais relevé. Rendons-nous tout de suite en 1977, époque où la radio était devenue zinzin. Elle ne passait plus que ça. Impossible d'y échapper, le Stayin' Alive des Bee Gees a enfoncé tous les records. Déjà, ce n'était pas un tube, mais une rafale de tubes, tous réunis sur le même disque, la bande originale du film, La fièvre du samedi soir. Ah, John Travolta, le New York des années disco, personne n'a oublié cette histoire, ni les chansons qui allaient avec. Allez, d'abord une petite danse en groupe. Maintenant, je te la joue en duo. Et que dirais-tu d'un petit slow? Alors, c'est pas une rafale de tubes, ça. Et à l'arrivée, la BO s'est vendue à 40 millions d'exemplaires. Du jamais vu. Ça a été un succès phénoménal auquel personne ne s'attendait. Comme une explosion. Les faits parlent d'eux-mêmes de toute façon. Vous allez dans n'importe quelle boîte aujourd'hui et vous entendez encore Saturday Night Fever. Pourtant, à l'époque, personne n'aurait parié sur ce groupe-là pour réaliser un tel carton. Les Bee Gees, Barry, Maurice et Robin Gibb, trois frères anglais élevés en Australie et passés maîtres dans l'art de la balade qui tue. Dès 1967, ils enchaînent les hits, mais la machine se grippe rapidement et les Bee Gees semblent condamnés. Au milieu des années 70, ils écrivent pourtant de nouvelles chansons, au moment même où le disco explose, au point qu'on prépare vite un film sur le phénomène. Et ça tombe bien, ce film est produit par le manager des Bee Gees, qui leur confie immédiatement la bande originale. En un éclair, les trois frères adaptent leur nouveau répertoire à la mode environnante. Il ne leur aura fallu que 8 jours pour devenir disco. Et on s'en rend compte à l'écoute de Stayin' Alive, les Bee Gees ont tout compris. Un tube disco, c'est d'abord un thème qui tourne à l'infini. Même Anthony a trouvé ça précurseur. Les sons que nous avons développés sur la BO, c'était déjà ceux de la dance d'aujourd'hui. Les tempos étaient les mêmes. Ouais, sauf que nous, on avait des vrais batteurs. Et ça ne suffisait pas, il fallait aussi un refrain qui tue. Il fallait enfin une marque de fabrique, celle des Bee Gees, ces fameuses voix aiguës. Tellement aiguës qu'à l'époque, tout le monde pensait qu'elles étaient trafiquées. Eh ben non. Regardez, 20 ans après, ils y arrivaient encore. Oui. Le plus drôle, c'est que cette façon de chanter n'est pas innée. C'est en 1975, lors d'un enregistrement, que le producteur des Bee Gees leur suggère d'essayer, comment dire, le cri du dauphin. Et c'est exactement comme ça que ça sonne, non? Tu respires, oui? Oula. Bon, ça peut prêter à sourire, Stayin' Alive est de toute façon un vrai classique. Et grâce à la BO de Saturday Night Fever, les Bee Gees ont récolté une pluie de récompenses, des étoiles sur Hollywood Boulevard, l'estime avouée de U2, George Michael et Michael Jackson, entre autres, sans oublier 110 millions d'albums vendus en près de 40 ans de carrière. Ça va. Et le pire, c'est que... On sait même pas danser. Non mais alors, pas du tout. On danse à l'intérieur. Regardez, là je danse comme un malade. Ouais, il danse. Dans sa tête. George Michael et Danny Briand, des beaux gosses qui jouent sur la corde sensible et nostalgique pour faire craquer les filles. Ouais, c'est un peu facile, mais surtout c'est juste après la pub. Basique, une enquête qui dérange, une organisation secrète. John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen. J'arrive à le faire parler en 3 minutes. Basique, un polar à vous couper le souffle. En DVD chez votre marchand de journaux. Qu'est-ce que nous avons là? Jonathan Serrada. Son premier album, enfin disponible. Avec RTL. Yeah.
retour dans Plus vite que la musique avec un George Michael au mieux de sa forme. De retour avec son album Patience, le beau gosse des années 80 ne s'encombre plus des paillettes de la célébrité. Clara Audi a rencontré un artiste qui a vraiment fait le point. 2004 annonçait le grand retour du dieu de la pop, George Michael en personne, celui qui avait élevé au rang d'art le port du perfecto. Et oui, 8 ans qu'il n'avait pas fait d'album quand même. Seulement, après 22 ans de carrière, tout ce cirque de la célébrité, ça n'a plus l'air de vraiment l'amuser. There is no pleasure for me whatsoever. Je ne ressens vraiment plus aucun plaisir à être une pop star. Being a pop star. If someone told me tomorrow Si demain on me that I dit could que have je my peux continuer à faire de la musique pour le reste de ma vie, que je ne gagnerai pas d'argent, paid a penny for it, que je n'apparaîtrai plus dans aucun magazine, mais que je pourrais toujours m'entendre à la radio, alors je serai le plus heureux des hommes. myself on the radio, I'd be a very happy man. Il faut dire que George a enchaîné les déboires et donc la mauvaise publicité. D'abord, il a traîné sa maison de disques devant les tribunaux et ça n'aide pas à travailler dans la sérénité. Du coup, George a décidé que cet album sera le dernier à être commercialisé. Pour les suivants, il suffira de se connecter sur son site internet. Un bon moyen de se débarrasser de sa maison de disques, hein, George? Bien sûr, c'est difficile de travailler avec une industrie qui se fiche pas mal de votre art. Mais au fond, c'est pas vraiment ça le problème. C'est plus la crainte de la célébrité dans le futur. Et puis aussi le fait que moi je veux préserver ma capacité à écrire et à être content de mon travail. Et sa vie privée ne l'a pas aidé non plus. Il s'est fait arrêter en fâcheuse posture dans des toilettes publiques aux États-Unis. Et quand il a essayé d'en tirer parti avec humour dans sa chanson Outside, le clip a été censuré dans de nombreux pays. George ne comprend toujours pas pourquoi. C'est étrange, j'ai l'impression qu'ils s'inquiètent plus des clips que je fais pour des gens de 35 ans plutôt que pour des clips qui sont faits tous les jours pour les enfants. Et ils sont bien pires et bien plus subversifs que les miens. Mais à chaque fois que mon nom apparaît, la censure se réveille. Ce qu'oublient messieurs les censeurs, c'est que George n'a jamais voulu être lisse et rester un boys band à lui tout seul. Il est aussi un homme de 40 ans qui a des opinions. Comme dans son single Shoot the Dog, où il se moquait de l'attitude de Tony Blair envers les États-Unis et George Bush. J'ai été politique dès les débuts de Wham. Mais curieusement, dès que je fais une chanson directement politique, qui plus est un single et pas un titre d'album, alors là les critiques se déchaînent et font comme si je ne l'avais jamais fait auparavant. Même comme si je n'étais pas en droit de le faire. Mais que voulez-vous, les gens qui ne connaissent ni vous ni votre travail ne devraient pas vous critiquer, c'est tout. Et George Michael a raison de n'en faire qu'à sa tête, le temps lui donne raison. Son nouveau et dernier disque, Patience, est son album solo qui s'est le plus vendu en une semaine en Grande-Bretagne. Depuis plus de 10 ans, Danny Briand fait swinger la France et son troisième album ne déroge pas à la règle, il s'intitule Jazzy. Mais pourquoi se passionne-t-il toujours pour la musique rétro? Danny a posé la question à Briand. Dis-moi, raconte-moi un peu, Danny Briand, c'est ton vrai nom ou c'est un pseudo? Oui, non, je trouvais ça très important d'avoir un pseudonyme parce que je pense que le spectacle et la vie, c'est complètement différent. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est né très simplement, c'est que je passais dans un petit club de jazz au début et le patron du cabaret me disait toujours, ce soir, Danny, tu as un public très difficile, il faut que tu sois brillant. Sois brillant. Et donc, il me disait toujours ça, et puis un jour, pour rigoler, pour me moquer de lui, j'ai dit, bon, bah, de toute façon, je ne suis pas brillant parce que je m'appelle Danny Briand. Et puis, c'est resté. Non, mais bon, j'ai bien compris, mais si, par exemple, on t'avait dit que, je sais pas moi, Danny soit bon, tu te serais appelé Danny Bon? Non, parce qu'on aurait rajouté un O et j'aurais eu le nom d'un comique. Danny Boone, après, c'est compliqué. Mais c'est quoi ton vrai nom? Bah, mon vrai nom, c'est un secret, donc je peux pas le dire, mais je le dis en privé. Ah, vas-y, dis-le nous, c'est bon. Mais ça va rester un secret encore. Ah bon? Cette Suzette, là, comment ça s'est fait, la rencontre? Raconte-moi un peu.
Ah bah Suzette, c'est quelque chose de très particulier. Au départ, je voulais être acteur. Ah ouais. Et je m'étais inscrit dans un cours de théâtre, au cours Florent. Et le soir, pour gagner ma vie, je chantais dans des cabarets. Ouais. Et donc j'ai rencontré au cours Florent Francis Huster. Je faisais un film et il m'a engagé pour le film et il m'a demandé d'écrire une chanson pour le film. Et l'héroïne du film s'appelait Suzette. Je lui ai présenté la chanson, il l'a aimée, il l'a prise dans le film. Et puis voilà, la chanson est comme ça. En fait, c'était une commande. Ah, c'était une commande, d'accord. Ouais, d'accord. Au bout de quelques temps, la chanson a été coupée, elle n'a pas été prise dans le film. Donc je l'ai gardée. Et 5 ans après, elle est sortie dans mon premier album. Et voilà, ça a été le succès immédiat et j'ai été connu comme ça. Ouais, mais dis-moi, cette chanson, bon, je connais vachement avec ça te colle un peu à la peau, mais est-ce que t'en as pas bavé avec cette chanson, la Suzette? Est-ce que ça t'a pas causé un peu de tort? Non, pas du tout. Au contraire, j'étais très content que les gens la connaissent. Encore maintenant, on m'en parle. Une fois dans une manif, j'ai vu des gens qui avaient détourné la chanson pour exprimer des revendications. Ils disaient, on gagne des clopinettes, tout ça. Bon. Et donc, moi, je trouve ça marrant. Mais j'ai fait d'autres trucs après. Mais pour un chanteur, la première chanson, c'est toujours celle qui vous colle à la peau, qui vous suit. Et puis après, même si on fait d'autres trucs après, bon, bah, on vous sort toujours votre première chanson, mais c'est pas très grave. Dis-moi, bon, mais ce que tu chantes, c'est quand même un peu has-been, là. C'est décalé, non? Enfin bon, comment ça se fait que tu chantes ça? Je ne sais pas, je me sens en tout cas hors des modes. J'ai toujours pensé que ce qui était trop actuel était fragile, donc j'ai préféré prendre un autre registre, une autre voie, et être dans quelque chose, de suivre mon courant, ma musique, comment je la sentais, sans me préoccuper d'être ou pas dans le coup. Ah, ouais, ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Merci Dani. Tu poses des bonnes questions. Voilà, c'était la dernière de la saison pour Plus vite que la musique. Nous, on se retrouve à la rentrée. Salut à tous et bonnes vacances musicales, bien sûr. Ce soir, la machine à remonter le temps est en marche. Vous êtes prêts? Et pour fêter les années disco, ils ont tous répondu présent. J'ai vu de la lumière, alors je n'ai pas résisté, je suis entrée. Regardez qui j'ai trouvé dans les coulisses. Salut Cordy! Alors parmi les 40 plus gros tubes de l'époque, découvrez celui qui sera numéro 1. Les stars d'hier et d'aujourd'hui se sont retrouvés pour vous faire revivre le meilleur de cette décennie mythique. Le grand classement tube des années 70, c'est ce soir dès 20h50 sur M6. Retrouvez votre divertissement sur M6 avec les chausseurs Arbel. This is it.